Mais je me tourne tout de suite vers Laurence en Lydie. Tu nous reviens d'un petit voyage temporel. Comment ça s'est passé là? Bon, ça se passe bien, tu sais, on fait les voyages en un clin d'œil. C'est Oui. sur le plateau de Radio Campus. C'est vrai. Tous les chemins mènent à Rome. Mais cependant, je ne suis pas venu avec Lydie, je suis venu Oui. avec Sabrina qui va vous faire son coming out. C'est pas rien. Et oui, moi aussi, je viens du futur en fait, et voilà, je dois vous le dire, en fait, je dirige une chouette équipe. Vous êtes encerclés. C'est ce qu'elle nous veut, la bosse. On va le savoir dans 5 secondes. Vous êtes en haut. Ah, vous voilà. Excusez-moi, c'est un peu le bordel. Tenez, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes blessé? Ah ça? Non, c'est rien, c'est Macron qui m'a griffé. Macron, mon chat. Bon, ok, ça va. Oui, j'ai un chat, je l'ai pris en pitié un soir d'hiver. Il m'a fait les yeux doux, me laissant imaginer de longues séances de caresses qui pouvaient apaiser mon stress. Mais c'est plutôt le contraire qui se passe. Ces griffes décuplent ce qu'elles sont censées guérir. D'où son nom. Macron, ça te dit quelque chose à toi? Non. Vous me décevez. Je pensais que vous étiez des spécialistes du siècle de la décadence libérale. Emmanuel Macron, fin des années 2010. Il voulait soigner la société française en la libéralisant. Le résultat a été pire que mieux. Ah oui, le petit gringalet. On l'avait oublié celui-là. C'est que les présidents de cette période n'ont pas laissé une empreinte indélébile. Peu de charisme, peu de résultats, juste des agents accompagnateurs des politiques européennes. Justement, c'est pour ça que je vous ai fait venir. On vient de retrouver cette archive datée de 2015, intitulée « On vaut mieux que ça », qui est une sorte de recueil de témoignages sur la souffrance au travail. De tous les métiers cités dans cet ouvrage, ceux liés à la santé sont le plus représentés. Écoutez. Antoine, aide-soignant. Il y a eu des mois où je travaillais 6 jours sur 7. J'ai été réquisitionné de nombreuses fois sur mes jours de repos par manque de personnel. L'établissement pour lequel je travaillais était en service minimum toute l'année par manque de poste. Très souvent, mes jours de repos, je les passais une bonne partie au lit, tant j'avais mal au dos, à force de soulever des patients. Nous n'avions environ qu'un quart d'heure pour la toilette du matin. C'était dément. Un quart d'heure pour laver une personne grabataire. Autant vous dire qu'on n'avait pas le temps de faire de l'humain. Or, c'était précisément pour cela que je voulais faire ce métier. Clémence, étudiante en école d'infirmière. J'en veux au système qui ne nous protège pas, qui ne protège pas ses soignants. Je plains ces pauvres infirmières et aides-soignantes qui ne sont jamais en nombre. Je les plains d'en être réduits à se décharger dès que possible. Au final, c'est un métier qui me plaît, que je rêve de faire. Il n'y a pas eu que des mauvais moments, mais comme bien souvent, ce sont eux qui prennent le pas sur tout le reste. Mais je me demande alors pourquoi je suis déjà, moi, aussi cassée alors que ma vie professionnelle n'a même pas commencé. J'ai peur. Je suis infirmière dans 2 mois. Ce qui me détruit, c'est que tout est encore une question de moyens. Pas assez de matériel, pas assez d'employés. Et pourtant, nous soignons des gens. C'est à mon sens l'une des choses les plus importantes, la santé. Et ça continue sur 130 pages. Merci pour l'archive. Ce genre de témoignage nous est précieux. Sont quasiment inexistants dans les masses médias de l'époque et correspondent en effet à la situation économique observée à cette période. Mais comment ils ont pu en arriver là? Le capitalisme a été le système le plus meurtrier que l'humanité ait connu. Pas étonnant qu'un système aussi malade néglige son système de santé. C'est bien beau, mais ça n'explique pas pourquoi ces malaises n'apparaissent qu'à ce moment-là. Le capitalisme mondialisé, c'est pas une invention du 21e siècle. C'est vrai, mais les Français ont jusque-là disposé d'un outil pour financer leurs soins. La sécurité sociale. Beaucoup l'appellent tout simplement la Sécu. Cet outil, mis en place en 1946, finance les dépenses liées à la santé, la retraite, la maternité, la famille et aux accidents du travail, qui sont nombreux à l'époque. Et les puissants vont essayer de casser ce système petit à petit. Pourquoi? Elle rapporte rien au patron. Et alors? Et alors À l'époque, c'est scandaleux pour la caste financière. Bah pourquoi? Bah t'imagines pas, la sécu c'est tout un secteur de l'économie. C'est 1,5 fois le budget de l'État. À sa création, elle est gérée aux 3/4 par des représentants des salariés démocratiquement élus. Seul un siège sur 4 est occupé par les patrons. Ah, et puis j'oubliais, cerise sur le gâteau, elle a été mise en place par des communistes et des syndicalistes rouges. Et pour couronner le tout, comme elle est créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, aucun représentant de l'État ne figure à son conseil d'administration. À la Libération, on est plutôt méfiant vis-à-vis de l'État. Les oligarques, comme les technocrates, n'ont donc aucune mainmise sur la Sécu. Et pour eux, c'est inacceptable. C'est pourquoi, pendant toute la seconde partie du XXe siècle, ils essayeront de la détruire, la détourner ou l'amoindrir. Vous me parlez de la Sécu alors que j'essaie de mettre en exergue la situation dans les hôpitaux. C'est lié. Sans parler de la Sécu, on ne peut pas comprendre pourquoi l'hôpital était dans cet état. Comme les dépenses hospitalières sont une part importante de son budget, les tenants du marché vont diminuer les uns pour réduire les autres. Bon, ok. Alors ils s'y prendront comment pour la détruire, la Sécu? Parce qu'en 2020, elle existe toujours. Hein. Comme des vampires, par une tragédie en 3 actes. Acte 1, on prend le contrôle de sa proie.
Acte 2, on la suce jusqu'à la moelle. Acte 3, on la laisse se dessécher et mourir. L'acte 1 se produit en 1967, soit 20 ans après la création de la Sécu. Georges Pompidou, président de la République, proche du milieu des affaires, va imposer le retour des patrons au conseil d'administration de la Sécu. Ils disposeront d'autant de pouvoir que les syndicats qui ont pourtant créé la caisse. Et comme personne n'est d'accord avec cela, il légiférera par ordonnance. C'est un hold-up démocratique. À partir de ce coup de force, l'oligarchie financière va tout faire pour limiter l'effort de solidarité. Il hypnotise l'opinion publique, créant un éventail d'expressions pour la discriminer. Il parle par exemple de trou de la Sécu pour qualifier l'étendue de ce budget. Le deuxième acte se déroule en 1995, qui va voir l'institution sérieusement attaquée avec le plan Juppé. Juppé? Cet homme politique de droite va libéraliser la Sécu. Il crée la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui aura pour but d'emprunter sur les marchés financiers. La Sécu deviendra un outil connecté aux banques mondialisées qui pourront pomper une rente sur son fonctionnement. Et tout cela sans la moindre transparence. Comme les marchés ont horreur de la démocratie, Juppé promulguera la fin des élections au conseil d'administration de la Sécu. C'est le début du hold-up économique. L'ensemble des salariés de France seront tenus de contribuer à engraisser les banques en payant chaque mois la CRDS, une taxe créée de toutes pièces pour financer la CADES. Le troisième acte sera amorcé la même année. Juppé va aussi créer l'ONPAR, une enveloppe fermée pour les dépenses de santé. Leur logique? Un peu de solidarité, ça va, mais c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. L'ONPAR servira à restreindre le développement du budget de la Sécu alloué à l'hôpital public. Mais l'objectif caché était d'amenuiser et dessécher le système de solidarité français. La suite de l'histoire n'est qu'une conséquence du plan Juppé. Pour respecter l'ONPAR, le plan Hôpital 2007 est voté en 2002. Il fait rentrer le management à l'hôpital, c'est le début du supplice pour ses salariés. En 2004, l'instauration de la tarification à l'activité, T2A, limite le financement de l'hôpital en fonction de la nature et du volume de ses activités. On privilégie les résultats aux moyens. En 2009, c'est le début de la fermeture et du regroupement d'hôpitaux via la loi Bachelot. Les hôpitaux ne seront plus administrés par des représentants des patients et du personnel, mais par un conseil de surveillance resserré. C'est encore moins de démocratie à l'hôpital. Chaque gouvernement va ensuite annoncer une baisse de moyens pour les hôpitaux. 3 milliards d'économies avec le plan Touraine en 2014. De nouvelles fermetures de services en 2016. 1,2 milliard d'économies en 2017. Enfin, en 2018, votre gentil petit chaton aiguisera ses griffes sur le service public après avoir passé toute une séquence électorale à faire les yeux doux aux électeurs. Le plan d'action Buzyn annoncera une nouvelle suppression d'1 milliard d'euros. En 30 ans, de nombreux usagers ont vu leur hôpital fermer ou s'éloigner de leur domicile. Pendant ce temps-là, on a demandé au personnel de faire toujours plus avec moins. Or, pour sortir de cet engrenage, ce n'était pas dans l'hôpital public qu'il fallait chercher les dysfonctionnements. Nous l'avons vu précédemment. Son personnel était très largement consciencieux et aimait un métier qu'il exerçait par vocation. Ce qu'il aurait fallu modifier, c'est l'assiette de la Sécu pour allouer de nouveaux moyens à l'hôpital public. C'était possible, en inversant la logique libérale, en arrêtant les emprunts sur les marchés financiers pour revenir au principe de subvention. Ou en créant, par exemple, une cotisation du capital sur des dividendes pour financer la sécurité sociale. Il faut rappeler que les seuls à ne pas cotiser à la caisse étaient les gros rentiers. Il était aussi possible de lutter contre la fraude patronale, estimée en 2018 à plus de 20 milliards d'euros. Et aussi contre l'industrie pharmaceutique, qui considérait l'hôpital comme une poule aux œufs d'or à laquelle vendre des traitements à des prix faramineux. Argent qui aurait pu être dédié à la création de postes et de moyens supplémentaires. Ou plus généralement, de développer une politique de relance de l'emploi et d'augmentation des salaires permettant de financer bien plus que des dépenses de santé. Dit comme ça, je comprends mieux pourquoi l'oligarchie voulait faire main basse sur la Sécu. Ah, il y a Macron qui réclame sa pâtée, je vais devoir vous laisser. Quelle assisté ce Macron! On passe au rouge, une émission que vous retrouvez chaque troisième lundi du mois de 8h à 9h. Gros travail de prod là. Habib. Donc Laurent, j'ai une question pour toi, camarade. Je voulais savoir, qu'est-elle devenue la Sécu? Les migrants l'ont-ils envahi? Où est passée cette fameuse assiette? Dans le futur, on est tous migrants, on a des téléporteurs. L'important, c'est qu'on cotise tous. Si tu cotises, t'as une caisse, et puis voilà, c'est le système de solidarité qui marche. Bonne réponse, hein, Seb? Moi, j'ai bien aimé là, ce dans le rouge, parce qu'on entend à la fois la casse de l'hôpital, mais surtout le fait que la population a été progressivement, dans l'histoire, dépossédée du pouvoir qu'elle avait sur son hôpital.